Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà. Écoutez, bonjour à tous. Je vais déjà me présenter. Solène Guillet, je travaille à la CCI Bourgogne-Franche-Comté, responsable du pôle environnement énergie, et aujourd'hui présente en tant que déléguée régionale de l'AT2E Bourgogne-Franche-Comté. J'ai le plaisir de vous accueillir avec notre présidente, Paul Nuisa. Paul. Bonjour à tous. En effet, j'assure encore la présidence malgré la retraite qui a débuté il y a quelques mois, mais l'équipe reste soudée et nous avons grand plaisir, grâce au renforcement de notre équipe AT2E Bourgogne-Franche-Comté, et vous verrez deux intervenants brillants sur ces deux sujets, le dispositif éco-énergie tertiaire. Voilà. Donc bienvenue à tous à ce webinaire qui est consacré à ce dispositif, comme l'a dit Paul, éco-énergie tertiaire, mais qu'on appelle encore beaucoup décret tertiaire. Donc organisé par l'AT2E Bourgogne-Franche-Comté. L'objectif, c'est de vous présenter ou de vous rappeler déjà les grandes lignes de ce décret, de ces textes réglementaires. Les premiers ont été publiés, enfin ça date de la loi Elan de 2018, et puis on a eu le décret tertiaire publié en juillet 2019, donc il est applicable depuis octobre 2019. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de faire un focus sur son application en industrie. Et puis on va en profiter pour vous faire une information sur des changements notables qui sont intervenus très récemment. On avait planifié ce webinaire avant les annonces du ministère et de l'ADEME, et donc ça tombe bien, on va pouvoir vous en parler. Donc ce webinaire va être animé par Paul Nuisa et moi-même, et nous aurons le plaisir d'entendre Lionel Robe, donc directeur général du bureau d'études Planaire France, qui est basé à Val-d'Aon dans le Doubs, et Adrien Blanc, ingénieur et cofondateur du bureau d'études OID Consultant, qui est basé à Lyon. Donc comme je vous le disais, les questions, c'est plutôt via le chat, et puis avec un temps d'échange enfin, on va avoir 2 temps d'échange. Après, vers 10h30, une fois qu'on aura fini de présenter le dispositif éco-énergie tertiaire, et suite au retour d'expérience de Lionel et d'Adrien sur la méthodologie notamment de comptage et sur les facteurs influents. Donc, voilà, deux temps d'échange et deux temps pour poser vos questions. Donc le webinaire est prévu pour se terminer à 11h30. Donc je garde le micro, le temps de vous présenter très rapidement l'AT2E. Certains connaissent déjà sûrement très bien, donc l'association technique énergie et environnement. Donc c'est une association qui existe depuis 1978, qui regroupe plus de 2200 adhérents partout en France. L'objectif des adhérents est de partager et de favoriser. Alors pendant très longtemps, les sujets de la T2E, c'était plutôt la maîtrise de l'énergie dans les entreprises et les collectivités. Et aujourd'hui, avec les clubs que vous voyez apparaître sur l'écran, la T2E est aussi très positionnée sur les énergies renouvelables, avec un club biogaz, un club power to gas qui fonctionne très bien, en plus des clubs certificats d'économie d'énergie, efficacité énergétique. Le sujet du stockage de l'énergie également est de plus en plus prépondérant, ainsi que la pyrogazéification. La T2E porte en plus 2 programmes qui sont financés par les C2E, le programme Pro-SMEN pour les entreprises qui se font certifier ISO 50001, donc c'est la possibilité d'obtenir un bonus, une aide financière contre certificat ISO 50001, et puis le programme Pro RFEI qui vous permet de former gratuitement, en tout cas pour les entreprises de moins de 300 salariés, qui vous permet de former gratuitement des référents énergie dans l'industrie. Je tiens à le souligner parce qu'en plus la gratuité se termine à la fin de cette année. L'année prochaine, il y aura une prise en charge demandée aux entreprises. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez encore des référents à former dans vos équipes, il est encore temps, il ne faut pas hésiter à aller sur le site Pro RFE. Et puis la T2E, c'est aussi un bimensuel d'actualité qui s'appelle Énergie Plus, super intéressant, avec beaucoup de retours d'expérience très pratico-pratiques. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de la T2E qui a fait peau neuve il n'y a pas très longtemps. Vous trouverez toutes les informations pour vous abonner et pour trouver toutes les informations concernant l'association, qui comporte, comme je vous le disais, 12 délégations dans les régions, et en particulier en Bourgogne-Franche-Comté. Donc je laisse la parole à Paul, président de la T2E Bourgogne-Franche-Comté. Merci Solène. Cette T2E, elle existe depuis plusieurs années, mais Solène et moi, on a retricoté ce pull vert depuis 4 à 5 ans,
Et les acteurs, si tu veux avancer un petit peu, Solène, les acteurs présents, bureau d'études et membres, voilà, travaillent avec nous à un programme. Vous retrouvez nos 2 interlocuteurs qui interviennent aujourd'hui et encore grand merci à Lionel Robe et son équipe et également à Adrien Blanc qui se sont beaucoup investis sur cette préparation. Mais il y a également EDF ou plutôt Enerdis là qui est très présent. Il y a l'association des entreprises de l'agroalimentaire. Vous comprendrez bien que ça touche beaucoup les C2E agro, hein, leur présence. La participation de GRDF et puis l'agence économique régionale qui est bien active avec nous sur ces thématiques. Nous attendons l'entrée dans ce club de 2 nouveaux partenaires puisque nous sommes en train d'élargir ce club à d'autres acteurs de la performance et de l'efficacité énergétique. Alors, juste un Solène, petit problème de souris. Oui, oui, voilà. C'est peut-être un petit peu lent. Alors, cette AT2E Bourgogne-Franche-Comté, elle a un programme de réunion qui a été bâti au sortir de la période de 2e confinement avec cette date du 30 juin. En septembre, je suis en train de m'occuper avec l'AEA, plutôt fin septembre, de la performance énergétique dans l'agroalimentaire. Ça va vite aboutir. Nous avons une date où nous attendons le 8 octobre au matin, Monsieur Marc Gendron pour nous parler des C2E industrie et préparation de la 5e période. Ça, je vous conseille vivement de vous brancher. Ça va être très intéressant. Et puis, nous allons certainement, avec les nouveaux arrivants au sein de notre club, prévoir une date en novembre avec visite de site, production de gaz vert. On pense à une unité de méthanisation. Et puis, si vous êtes dans la région Bourgogne-Franche-Comté, que vous avez un savoir-faire, une compétence, eh bien, je lance un petit appel. Rejoignez-nous. Les activités sont bien sûr bénévoles. Les réunions du bureau ne sont pas si fréquentes que ça. On en aura eu 2 à 3 dans l'année. Elles peuvent être en visioconférence où elles se présentent, elles se déroulent à la CCI-BFC et je vous assure que c'est bien dynamique et bien agréable de proposer pour cette très belle région qu'est la Bourgogne-Franche-Comté un panel de programmes sur ces thèmes de l'efficacité de la performance énergétique. Merci Paul pour cette présentation très, très rapide et j'espère qu'on va convaincre d'autres personnes de venir nous rejoindre. Bah, écoutez, alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Pardon, un petit mot du président ou de la présidente, je dirais, eh bien oui, comme le disait Solène à l'instant, c'était prévu au programme ce webinaire décret tertiaire et nous partions tranquillement avec les témoignages de nos 2 professionnels spécialisés quand grand boom, aux alentours du 17 ou 18 juin, une réunion au niveau national, mais qui a fait participer près de 1000 personnes en visio. 3 changements notables à apparaître sur le décret tertiaire. D'abord, quelque chose qui était attendu des familiers de ce texte, c'est le report d'1 an de la saisie des données sur Opérat. Il y a une date limite qui est donc reportée au 30 septembre 2022. Mais attention, ce n'est pas le moment de s'endormir. Il faut suivre de près les modifications. Vous allez voir, et d'ailleurs l'équipe de Lionel a travaillé sur ce sujet et va vous rentrer dans le détail. Ensuite, il y a quelque chose de nouveau, l'extension de périmètre des obligations aux bâtiments neufs. Vous le savez, ce texte, normalement, la loi Elan était consacrée aux bâtiments en service. Eh bien là, il y a un élargissement. Alors attention pour ces 2 nouveautés. Les décrets sont en cours de modification. Je dirais même que pour la première, c'est encore en consultation jusqu'au 8 juillet. Enfin, on se permet de vous l'annoncer parce que c'est quelque chose de bien avancé. Enfin, une 3e slide qui parle un petit peu des arrêtés méthodes. 3 arrêtés valeur absolue découlent de l'arrêté méthode du 10 avril 2020. Avec ces arrêtés valeur absolue dont je viens de dire un mot, il y en a un qui a été publié tout à fait en début d'année, valeur absolue 1, qui va s'appliquer sur les activités de bureau, services publics, enseignement primaire et secondaire et, attention aux industriels, la logistique du froid. Et puis, l'arrêté modificatif valeur absolue 2, il est mis en consultation au dernier trimestre. Il concernera l'industrie. L'arrêté modificatif valeur absolue 3, eh bien, il reprendra les dernières activités. Il sera mis en consultation publique au 1er trimestre 2022. Concernant l'arrêté modificatif valeur absolue 2, avec Solène, nous sommes en train de préparer une réunion d'information sur ce thème qu'on a cadré au niveau du 19 ou du 20 novembre. On vous redira ça
et qui vous permettra de faire un focus sur ce texte-là. Merci Paul pour cette introduction. Donc, je vais arrêter le partage de ce PowerPoint et je vais donner la main à Lionel pour qu'il puisse enchaîner et nous présenter justement le dispositif avec ses nouveautés. Voilà. Parfait. Lionel, on voit très bien ton Bonjour à tous. Donc Lionel Robe, moi je vais, voilà, on vous explique un peu le sens de la présentation. Moi je vais donner quelques généralités sur le décret tertiaire et puis ensuite on parlera un petit peu de cas plus appliqués à l'industrie en binôme avec Adrien, moi dans un premier temps, Adrien dans un second temps, pour apporter des éléments plus spécifiques à la partie industrie. Pardon. Donc la présentation, le sommaire un petit peu, là, un petit slide pour vous expliquer ou vous présenter ce qu'est Planaire. Un rappel sur toute une partie, la rappel sur le décret tertiaire avec la présentation du décret, le rappel et les obligations, les différentes possibilités pour atteindre les objectifs, le calendrier réglementaire avec notamment les modifications dont vient de parler Paul et bien, la grosse échéance qui était une des grosses échéances qui était au 30 septembre 2021 qui se décale plutôt au 30 septembre 2022, ce qui est aussi relativement intéressant, ce qui laisse peut-être du temps pour faire un certain nombre de choses. Les questions de modulation, d'objectifs, on parlera aussi un petit peu de la plateforme Opéra. On vous donnera quelques infos sur se former au décret. Et puis un petit cas d'application dans l'industrie avec deux exemples d'un client chez qui on a travaillé et qui montre aussi la difficulté, notamment quand on n'a pas de comptage, à identifier les consommations de référence. Et quelques conseils pour terminer. Donc juste un Planaire, c'est un bureau d'études franco-suisse avec 13 collaborateurs en France, basés, comme l'a dit Paul, en Bourgogne-Franche-Comté du côté de Besançon et également en Rhône-Alpes du côté de Chambéry. On s'appuie sur l'expertise du groupe Planaire, qui est une société suisse avec un certain nombre d'experts, des experts en froid, en GTC, en monitoring. La particularité de l'entreprise, c'est qu'on est indépendant de tout fournisseur d'énergie ou tout fournisseur de matériel et qu'aujourd'hui 90% de l'actionnariat est détenu par des salariés. On a un bureau d'ingénieurs conseil qui intervient sur l'ensemble de la thématique liée à l'énergie, dans le sens où on est capable d'accompagner nos clients à la fois sur des prestations d'audit, de monitoring, de mise en place de compteurs sur des phases assez amont, et ensuite on est capable de les accompagner sur de la maîtrise d'œuvre. Donc en fait, on a une équipe de chargés d'affaires fluides qui peut faire de la conception, d'installation, des dossiers d'appel d'offres pour des entreprises, puis ensuite d'accompagner les clients sur la phase chantier pour suivre ces travaux, contrôler la bonne réalisation par les entreprises, et puis aider à l'optimisation du fonctionnement et à la mesure des résultats pour s'assurer que les installations qui sont réalisées, elles atteignent le niveau de performance souhaité, donc notamment dans une démarche de commissionnement. Donc c'est intéressant, ça nous permet nous de boucler la boucle et d'aller jusqu'au bout. On fait aussi un petit peu d'accompagnement ISO 50001 chez certains de nos clients. Et puis on a aussi toutes les qualifs RGE, un certain nombre de qualifs RGE de l'ADEME, enfin au PQIBI, qui permettent qu'un certain nombre de nos prestations soient soutenues par l'ADEME, que ce soit des études de faisabilité bois, solaire, géothermie. On est Datadoc et on est Solène a parlé du programme de formation ProRFEI, on est un des 11 organismes de formation habilités à prester la formation ProRFEI qu'on preste essentiellement en Bourgogne-Franche-Comté et en Rhône-Alpes. Donc vous avez mes coordonnées en dessous si vous souhaitez, si vous avez besoin de me contacter. Pardon, j'ai un petit bug. Voilà, pardon. Ok, c'est arrivé. Donc le principe du dispositif, c'est un dispositif qui encourage la sobriété énergétique dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone. C'est un point intéressant parce que on a souvent des objectifs de moyens et là on a vraiment des objectifs de résultats, dans le sens où on va mesurer les consommations des bâtiments et mesurer que les progrès soient bien faits. Donc pardon, j'ai un petit... Les éléments, les entités
concernés, c'est surtout les entités tertiaires et publiques, avec des parties de bâtiments. On parle de surface de plancher. Elles sont exclues tout ce qui est locataire, enfin sont concernés, pardon, les locataires et les propriétaires. Donc si vous êtes locataire dans un bâtiment, vous êtes potentiellement concerné par le décret tertiaire, vous êtes même concerné. Et ce qui est exclu, c'est tout ce qui est construction provisoire, les lieux de culte et les bâtiments de défense, de sécurité, de sûreté du territoire et de sécurité civile. Pardon. Voilà. Donc l'obligation, il y a une obligation de réduction de la consommation d'énergie finale. Donc on parle, contrairement aux approches réglementaires de type RT ou autres, on parle vraiment de la consommation d'énergie finale, donc la consommation qui est mesurée sur un compteur de fourniture d'énergie, que ce soit du gaz ou de l'électricité par exemple. Avec des objectifs, une année de référence qui doit être choisie entre 2010 et 2020, et puis ensuite des objectifs de réduction de ces consommations de 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050. Donc l'objectif, c'est d'atteindre ces consommations, c'est de faire ces économies en pourcentage, donc c'est l'approche, on va dire, relative, où on doit baisser de 40, 50 ou 60%. Donc ça va plutôt être favorable aux bâtiments pour lesquels aucune amélioration n'a été faite récemment, donc ceux qu'on va dire une mauvaise performance énergétique et sur laquelle, avec un certain nombre d'actions, il est facile de gagner ces pourcentages. Et il y a une deuxième approche qui consiste à atteindre des valeurs absolues, donc des valeurs cibles qui sont fixées dans le cadre de ces décrets dont a parlé Solène et Paul au démarrage de la présentation. Donc ces décrets, ces valeurs, on commence à les avoir pour un certain nombre de bâtiments et on va avoir des décrets, des arrêtés pardon, qui vont venir préciser ces valeurs absolues en kilowattheures par mètre carré pour un certain nombre de catégories. Donc on n'a pas aujourd'hui l'entier des objectifs en valeur absolue sur toutes les catégories concernées par le décret tertiaire. Donc les maîtres d'ouvrage vont devoir se positionner pour savoir s'ils se placent plutôt sur l'objectif valeur absolue ou sur l'objectif valeur relative, sachant que la logique va plutôt être de choisir l'objectif qui est le plus facile à atteindre. Le but aussi des valeurs absolues, c'était de ne pas pénaliser les bâtiments qui avaient déjà une très bonne performance aujourd'hui en termes de valeur absolue. Donc de leur mettre des objectifs relatifs qui seraient difficiles à atteindre. Donc la première possibilité, c'est ce calcul en valeur absolue, où on choisit une consommation énergétique de référence entre 2010 et 2019 en analysant les factures. L'intérêt de remonter assez loin, c'est que par exemple, si vous avez engagé des travaux importants en 2014 ou 2015, vous pouvez prendre des consommations avant l'engagement de ces travaux, donc en partant des consommations de 2010, 2011 ou 2012, ce qui fait que les travaux que vous aurez réalisés avant 2021 vont déjà en fait contribuer à l'atteinte de l'objectif, puisque vous aurez déjà potentiellement diminué votre consommation par ces travaux. Donc ça pénalise pas en fait le but de pouvoir remonter jusqu'à 2010 au niveau des consommations de référence, c'est de ne pas pénaliser les maîtres d'ouvrage ou les personnes concernées par le décret tertiaire qui auraient engagé déjà des travaux importants dans la partie 2010-2019. Ces travaux vont donc pouvoir contribuer à l'atteinte du décret. Et la deuxième manière, c'est de travailler en valeur absolue avec là vraiment des kilowattheures par mètre carré et de regarder si on atteint ces valeurs. Il y a un premier niveau à atteindre en 2030, puis il y aura d'autres valeurs qui seront fixées pour les années 2040 et 2050, valeurs qu'on n'a pas aujourd'hui. Si on regarde le calendrier réglementaire, on a un certain nombre, on a le décret qui est sorti en 2019, puis un premier arrêté méthode en avril 2020, un premier arrêté valeur absolue qui est sorti le 24 novembre 2020, donc qui a déjà précisé un certain nombre d'éléments, notamment sur tout ce qui était bureau enseignement, et puis de manière réduite sur la partie logistique.
On a d'autres décrets qui vont arriver, donc deux autres arrêtés valeur absolue qui vont arriver normalement, un en septembre-octobre 2021 et l'autre en mars 2022, donc qui vont permettre d'avoir pour les autres catégories ces valeurs absolues, sachant que les valeurs relatives elles restent toujours 40, 50 et 60%. Et la grosse nouveauté, on va dire, ou le gros changement, c'est que, alors qu'auparavant, on devait déclarer un certain nombre d'éléments dans la plateforme Opera au 30 septembre 2021, là, tout ce qui est première déclaration, on va dire, déclaration saisie bâtimentaire sur cette plateforme mise à disposition par l'ADEME, saisie des consommations des références et saisie donc, qui vont servir à calculer les objectifs, notamment en valeur relatifs, et saisie des consommations pour les années 2020 et 2021, l'ensemble de ces actions, enfin ces différentes actions doivent être conduites pour le 30 septembre 2022 et non plus pour le 30 septembre 2021. Donc en gros, il y a eu un espèce de délai de grâce d'une année sur ces éléments-là. Ensuite, 31-2031, c'est les premiers contrôles, on va dire, les premiers objectifs qu'on va devoir atteindre, soit en valeur absolue, soit en valeur relative. Et en fait, il y a une étape intermédiaire au 30 septembre 2026 où en fait, il sera possible, d'ici le 30 septembre 2026, de déposer des dossiers techniques pour demander une modulation des objectifs. Donc on va revenir un petit peu sur cette question de modulation des objectifs un petit peu plus loin. Donc voilà, juste qu'il faut, la première échéance à retenir à court terme, c'est vraiment ce 30 septembre 2022, où il faudra avoir déclaré à cette date-là les données administratives et bâtimentaires. Donc il faudra avoir saisi, créé les bâtiments concernés sur la plateforme Opera, avoir rentré les consommations, la consommation de référence pour l'année 2020 et pour l'année 2021, et surtout avoir défini la consommation énergétique de référence qui va être prise en compte, notamment pour tous les bâtiments sur lesquels vous allez choisir de travailler en valeur relative plutôt qu'en valeur absolue. Donc ça laisse en fait le temps notamment, on va en reparler après, mais quand vous n'avez pas potentiellement de sous-comptage et que vous avez du mal à identifier les consommations énergétiques de référence de vos bâtiments tertiaires sur un site un petit peu plus large, ça laisse en fait le temps de mettre en place un peu de comptage. Alors le temps il est court, hein, c'est entre maintenant et puis septembre 2022, mais ça laisse le temps de mettre en place un petit peu de comptage, ce qui permettra en fait d'avoir des données plus précises pour caler en fait la consommation de référence. Et ensuite la deuxième date importante, c'est ce qui va arriver derrière, c'est cette date limite de dépôt du dossier de demande de modulation d'objectifs qui est au 30 septembre 2026. Donc en fait, l'idée, c'est de dire il est potentiellement possible de demander une dérogation ou une modulation des objectifs, soit pour une variation du volume d'activité, donc d'avoir une correction en fonction du volume d'activité, soit pour des raisons techniques, architecturales ou patrimoniales. Donc ça s'applique notamment bien, par exemple, à un lycée ou à un établissement scolaire qui serait dans un bâtiment historique sur lequel il est relativement difficile d'intervenir pour des questions patrimoniales pour baisser la consommation de chauffage, par exemple, et sur lequel le maître d'ouvrage demanderait une modulation des objectifs en disant, ben voilà, j'ai un bâtiment qui est protégé, je ne peux pas faire d'isolation ni par l'intérieur ni par l'extérieur, donc j'arriverai pas à atteindre les objectifs, donc je demande une modulation ou une correction de mes objectifs qui sont inatteignables. Et puis le troisième point, c'est si les actions à mettre en œuvre ont un ROI un temps de retour brut sur investissement beaucoup trop élevé. Et dans ce cas-là, sur la base d'un rapport d'experts, il serait également possible, avec différentes durées, de solliciter des corrections sur les objectifs à atteindre. Donc ça permet en fait d'avoir une espèce de dérogation quand on est dans des cas bien spécifiques. On n'a clairement pas aujourd'hui d'informations sur le contenu très précis du dossier ou sur la manière dont ces dossiers vont être instruits et contrôlés. Donc un point qui est important, c'est que l'ensemble des données bâtimentaires et de consommation vont devoir être saisies sur une plateforme qui s'appelle Opera. Donc une plateforme qui est actuellement co-construite par l'ADEME en partenariat avec des assujettis. Donc
Donc elle va sortir progressivement. Elle existe aujourd'hui, on peut aller se connecter dessus. On peut créer un login et un mot de passe. Aujourd'hui, on n'a pas, enfin, je me suis pas reconnecté récemment, mais il y a quelques semaines, on n'avait pas encore la possibilité de créer de bâtiments ou de renseigner, de saisir tout type de bâtiment. Par contre, la plateforme est là. Il commence à y avoir une FAQ avec un certain nombre de questions-réponses. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à aller se connecter dessus et à suivre petit à petit ce qui arrive sur cette plateforme, sachant qu'il y a elle commence, normalement, elle devrait être opérationnelle il devrait y avoir une version assez opérationnelle à la fin de l'année, au tout début de l'année 2022. Cette plateforme, donc, elle va permettre de saisir les bâtiments, de rentrer les consommations de référence, les consommations réelles. Elle va aussi permettre, en fait, il est possible que les variations climatiques, le volume d'activité, il y a un certain nombre d'éléments qui vont pouvoir être pris en compte automatiquement, plus ou moins automatiquement, à voir comment ça va sortir, mais plus ou moins automatiquement par la plateforme, pour recalculer la consommation de référence en fonction de ces différents facteurs d'usage. On reviendra un petit peu dessus avec Adrien par la suite. On vous a mis là quelques textes, enfin quelques liens que vous aurez dans la présentation qui sera transmise sur les différents textes des différents textes. La FAQ, qui est aujourd'hui disponible sur la plateforme Opera. Et puis ce qui va venir et qui n'est pas là aujourd'hui, c'est ces deux arrêtés valeur absolue qui vont permettre d'avoir l'entier des objectifs valeur absolue. Un guide d'accompagnement pour l'application, parce qu'on voit aujourd'hui on le voit aussi, j'ai commencé à voir un petit peu les questions qu'il y avait sur le chat, il y a pas mal de questions et je pense que le guide il va aussi permettre de répondre à ces questions. Et il est également prévu, a priori, la création de MOOC, donc qui devrait aussi aider à l'appropriation du décret tertiaire par l'ensemble des intervenants, que ce soit vous, maître d'ouvrage, ou les bureaux d'études qui proposent des prestations et qui vont faciliter la mise en œuvre et répondre à un certain nombre de questions. On avait peut-être prévu de faire un petit point sur les questions maintenant. Alors, j'ai un peu de mal à gérer l'écran pour l'instant. Merci Lionel. On a déjà quelques questions qui sont apparues dans le chat. Donc à la fois des questions techniques qui portent plutôt sur le comptage, les sous-comptages, la répartition des consos. Donc ça, on y viendra après. On va pas vous les poser tout de suite ces questions-là parce que vous allez voir dans la présentation dans les deux présentations qui vont suivre, qu'on répond déjà à certaines de vos questions. Par contre, on a quand même des demandes concernant le périmètre notamment et puis les méthodes. On a deux personnes qui nous posent des questions sur les zones logistiques. Donc, quelqu'un qui nous demande si une zone logistique non chauffée mais éclairée est-elle à inclure dans le périmètre? Oui, et puis la réponse est oui. La réponse est oui, effectivement. À partir du moment où il y a de l'éclairage, il y a donc une consommation électrique, donc c'est inclus. Et donc, pour répondre à la question de Madame Bouissou sur savoir si sur un site industriel, la logistique est considérée comme tertiaire, effectivement, cela veut bien dire que toutes les zones de stockage, matières premières, produits finis, magasins de pièces, sont concernées par ce décret tertiaire. Il n'y a pas que vos bureaux, mais voilà, c'est ce qui fait qu'on peut rapidement arriver en fait sur un site à avoir plus de 1000 mètres carrés si on somme la surface de bureau par exemple et la surface de logistique et qu'on arrive en faisant la somme des deux à plus de 1000 mètres carrés, vous êtes soumis au décret tertiaire sur votre site en fait. Voilà. Ça peut aller effectivement relativement vite. Ouais, donc oui, on s'en est rendu compte assez rapidement, mais effectivement, la plupart des sites industriels du coup sont concernés. Avec les zones de stockage, ça peut aller très très vite. On a une autre question, Lionel, toujours sur le périmètre. Il est demandé si on doit prendre en compte des zones tertiaires qui sont à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un atelier industriel. Par exemple, des salles de réunion, des locaux sociaux, des vestiaires. Alors normalement non, si par exemple on a un atelier industriel et puis qu'au milieu de l'atelier industriel on va avoir par exemple des bureaux pour le chef de production, un vestiaire, des sanitaires, pour nous ça rentre pas dans de notre compréhension aujourd'hui, ça ne rentre pas dans les mètres carrés qui sont assujettis au décret tertiaire. D'accord. Par contre, si on a vraiment une zone tertiaire qui est complètement séparée de la prod, avec celle-là, elle va être assujettie au décret tertiaire. Voilà. Par contre, voilà, le petit bureau ou des restaurants d'entreprise. Le petit bureau du chef de prod au milieu de l'atelier, non.
Par contre, un restaurant d'entreprise qui est un peu à part, oui, lui, on va Oui. le considérer. Mhm. Ou même une alors, zone on a méthode, monsieur- une zone méthode dans une usine où il y aurait toute une zone méthode, production, et qui serait vraiment regroupée et considérée comme une zone tertiaire. Là, elle va être assujettie, en fait. Elle va être D'accord. concernée. Voilà. Et donc, monsieur Perrault qui nous demande si l'atelier et les zones de stockage sont dans un même bâtiment. On fait un prorata, en fait, en fonction des mètres carrés qui sont à prendre en compte, j'imagine. Oui. Ouais. Alors, on a monsieur Guillon, que je ne connais pas, qui nous dit, mais lors d'un webinaire, le ministère nous avait pourtant dit que les stockages de matières premières avant production et stockage produit fini avant expédition n'étaient pas assujettis. Alors, on n'a pas assisté au même webinaire, monsieur Guillon, parce que moi, j'avais en tête que s'ils étaient assujettis. Est-ce que Lionel, Adrien, vous nous confirmez? Pour moi, oui, hein, ça rentre Oui, dans aussi. les… Ok. Donc voilà pour le périmètre. Et puis j'ai encore deux, trois petites questions plus sur les méthodes. Alors une question aussi par rapport à les codes NAF. Une entreprise qui me dit, moi j'ai un code NAF industrie, mais avec une activité logistique donc très, très importante, donc concernée et supérieure à 1000 m². Or, dans l'arrêté valeur absolue 1, on a des valeurs qui s'appliquent à la section H de la nomenclature F pour la logistique et le froid. Donc on est d'accord. Enfin, est-ce que vous pouvez nous faire une petite explication de texte sur ces différences? Il y a le périmètre d'un côté où on va prendre en compte, peu importe le code NAF, et ensuite les arrêtés valeur absolue où on va tenir compte de ces codes d'activité. Je ne sais pas si ma question est très claire. C'est à moi que tu poses la question? Oui, en fait, oui. Alors, je la reformule. En fait, l'entreprise, et Beryl, n'hésitez pas à allumer votre micro si je résume pas très, très bien. Une entreprise qui a un code industriel est concernée parce qu'elle a une activité logistique très, très importante. Donc, elle se demande du coup si l'arrêté valeur absolue 1, qui dans son annexe donne des valeurs absolues pour l'activité de la section H de la nomenclature NAF logistique. Est-ce que c'est ces valeurs-là qui vont s'appliquer ou au contraire, ça va être plutôt des valeurs qui vont être mises en discussion à partir de la rentrée de septembre? C'est pas très clair pour moi. Bon. Alors, je relis la question plus exacte de… Non, mais j'ai pas la réponse. J'arrive pas à répondre clairement à la rigueur. Je prendrai la réponse et je répondrai. Enfin, la question. À moins qu'Adrien ait la réponse claire, mais j'arrive pas à répondre clairement là. Ouais, moi, j'étais en train de relire la question. J'avoue que c'est un peu flou. Je comprends que dans la zone tertiaire, il y a des bureaux et de la logistique, mais je vois pas exactement quelle est la question. C'est parce que si on choisit… Bon, voilà. Alors, on ne va pas trop perdre de temps là-dessus. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on fera un échange par mail avec Adrien et Lionel par rapport aux échanges qu'on a déjà eus précédemment et on essaiera de répondre plus clairement à votre question. Je finis juste avec les questions qui concernent l'arrêté. Savoir si c'est quand un industriel est locataire et non propriétaire, qui fait la déclaration sur Opéra? Je crois que c'était une question facile, non? Ouais, mais il y a beaucoup de FAQ. Les deux sont concernés. Les deux sont concernés. C'est pareil, on regardera le détail, on regardera s'il y a un point clair là-dessus, mais je n'ai pas la réponse. Enfin, je une réponse en fait. D'accord. On va regarder effectivement sur la FAQ du site Opéra. Sachez en tout cas qu'il y a énormément de réponses pratico-pratiques sur cette FAQ si vous allez sur le site Opéra et vous allez déjà trouver aussi pas mal d'infos. On a des questions donc sur les consos de référence, mais on va y venir après. On avait une question sur la date exacte de saisie, mais je crois que tu y as répondu, Lionel, savoir si c'est par année civile, puisque en fait le 22 septembre, c'est la 22 septembre 2022, c'est la date. Si tu peux revenir sur ta petite frise, on aura bien, en fait, c'est une période qui va s'ouvrir. Voilà, c'était celle d'avant. Donc, effectivement, la première échéance réglementaire, voilà, on y était presque. C'est bien le… Je te laisse répondre peut-être, Lionel. Pardon, la première échéance réglementaire, c'est bien le 30 septembre 2022. Et à cette date-là, il faudra rentrer les consommations de référence pour l'année 2020. Il
enfin, les consommations de référence que vous aurez choisies entre la période 2010 et 2020, si vous choisissez de travailler en référence en valeur relative plutôt qu'en valeur absolue, et si vous décidez de travailler en valeur absolue, à la rigueur, la consommation de référence, elle n'a pas forcément d'obligation. Et ensuite, vous devrez rentrer les valeurs, les consommations énergétiques de l'année 2020, donc de l'année civile 2020, et les consommations énergétiques de l'année civile 2021. Voilà. Et puis, je vous pose une dernière question, puis ensuite, on va revenir à la présentation. Ça va répondre à pas mal de questions autres qui ont été posées dans le chat, puisqu'on peut choisir entre deux méthodes différentes, en valeur relative ou en valeur absolue. Lorsque sur une même unité foncière qui est desservie par un seul point de livraison en énergie, on a plusieurs bâtiments tertiaires, est-ce qu'on peut panacher les méthodes et selon les bâtiments, choisir une méthode de valeur absolue et une méthode de valeur relative? Sur la même unité foncière. Voilà, oui, il me semble. Donc là, c'est peut-être une question aussi à creuser, mais à poser éventuellement. À moins qu'Adrien, toi, tu as déjà creusé cette question? Alors j'avoue que j'ai pas creusé cette question. J'ai l'impression que c'est nous qui définissons ce qu'on veut déclarer en termes d'unité foncière, donc si on veut déclarer les bâtiments ensemble ou pas. J'aurais tendance à dire que si on les déclare pas ensemble, on peut appliquer des méthodes différentes. Ouais. Mais c'est mon avis à chaud et j'avoue que je me suis jamais posé cette question. Voilà. Bon. C'est vrai que là, on vous fait une explication de texte par rapport à des textes déjà sortis. Il en manque encore pas mal, donc c'est vrai qu'on n'aura pas des réponses à toutes vos questions. Il y a pas mal de trous dans la raquette, du point de vue réglementaire. C'est normal, effectivement, puisque tous les textes ne sont pas encore sortis. Donc sur la répartition des dépenses, des dépenses énergétiques, on va y venir. Je regarde juste si je n'aurais pas loupé quelques questions. Sur les contrôles, les sanctions, on y répondra aussi à la fin. Je la reprendrai cette question. Voilà, je finis vite fait de regarder le chat. On a quelqu'un qui a quand même une réponse sur qui déclare entre les propriétaires. Qui nous dit propriétaires, ce sont les consommations des communs et locataires, consommation de son local, par exemple. Donc à creuser, mais effectivement, ça peut être un début de réponse. Ok, écoutez, je vous propose de passer à la suite et puis on reprendra ensuite l'ensemble de vos questions sur comment on détermine une consommation de référence et comment, notamment lorsqu'on n'a pas de sous-compteur. Je ne sais pas si on va y répondre, mais en tout cas, on va vous expliquer un certain nombre de choses. Lionel, donc là, je prends la parole. On va présenter enfin, de mon côté, je vais présenter un petit cas pratique. Ensuite, Adrien, il embrayera aussi sur son sujet, où on voit notamment les difficultés qu'on peut avoir quand effectivement on n'a pas de sous-comptage au jour de disposition. Donc, typiquement, l'exemple qu'on a là, c'est une zone, c'est un site industriel sur lequel on a une partie bureau de 300 mètres carrés, une partie stockage qui fait 1200 mètres carrés. Enfin, ce qui est surtout important, c'est que la somme des deux, la partie bureau et la partie stockage, qui sont les deux zones soumises au décret tertiaire, la somme fait plus de 1000 mètres carrés de surface de plancher. Malgré le fait, exactement dans le cas où on a eu la question tout à l'heure, la partie stockage est non chauffée, cependant, elle est bien assujettie au décret tertiaire. Donc, en fait, elle fait passer au-dessus du seuil des 1000 mètres carrés. Donc là, on est soumis à l'aspect décret tertiaire. Et puis, dans le cas qu'on a là, on n'avait aucun travaux qui n'avaient été effectués, on va dire, dans les 10 dernières années. Donc, la situation 2010-2020, elle est relativement similaire. Et on a une absence de sous-compteur. Donc, on n'a aucun sous-compteur qui permette d'avoir une idée de la consommation électrique des bureaux ou de la partie stockage. Donc là, on a les deux possibilités, soit on travaille en valeur absolue, soit on travaille en valeur relative en fonction du code NAF. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que comme il n'y a pas eu de travaux, a priori, ça devrait être plus simple d'être en valeur relative, mais ça va encore vraiment dépendre des consommations qu'on arrive à mesurer et des arrêtés qui vont sortir en valeur relative. L'intérêt aussi qu'on a, c'est que là, on a du stockage qui est non chauffé, donc potentiellement, peut-être que sa consommation actuelle, elle est relativement faible et qu'elle sera peut-être pas très loin de la valeur absolue. Donc, même aujourd'hui, on a encore du mal de se positionner sur un bâtiment de ce type-là entre la valeur absolue et la valeur relative. Alors, la question, c'est comme on n'a pas de sous-compteur, qu'est-ce qu'on fait? Alors, le texte, en fait,
l'arrêté méthode, il indique que la consommation énergétique de référence des locaux tertiaires assujettis, elle peut être reconstituée. Alors, comment on reconstitue cette situation, on va dire, de référence? Il n'y a pas vraiment de méthodologie très claire aujourd'hui définie. Ça arrivera peut-être dans le MOOC ou dans les cas d'application. Nous, ce qu'on considère, c'est qu'en se basant sur des factures, sur éventuellement du monitoring complet, du monitoring partiel qu'on peut faire sur une certaine période qui est relativement représentative, notamment par exemple quand on est sur une surface de logistique où on a des consommations qui sont relativement indépendantes ou des consommations d'électricité qui peuvent être relativement stables. On peut faire une mesure temporaire sur une période, sur une durée relativement représentative qui peut être de quelques jours à quelques semaines, et puis extrapoler à partir de ces éléments-là pour essayer de reconstituer la consommation de référence. Donc en fait, il est possible, normalement, de reconstituer cette consommation, soit par des règles plus ou moins empiriques, soit en faisant de la mesure. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment qu'on arrive à essayer de retrouver cette consommation de référence, qui est la consommation énergétique totale pour les besoins de ces activités tertiaires. Et l'arrêté, le texte dit, voilà, elles sont fournies à partir des factures ou tout autre moyen approprié d'effet équivalent, et elles sont mesurées ou affectées par répartition. Donc on peut aussi les mesurer et on peut les affecter par répartition en utilisant des clés de répartition. Donc l'exemple typiquement qu'on avait là chez ce client, c'est qu'on avait des consommations de gaz, mais pas jusqu'à 2010, uniquement sur les 5 dernières années. Et en fait, on pouvait essayer de faire une correction avec les DGU. Alors on n'avait pas les DGU, une correction sur les DGU pour se ramener à une année, on va dire, normale. Et puis ensuite, de travailler par une espèce de... Alors, je suis désolé, je ne vois pas ma présentation. Maintenant, on a de travailler en fait avec une règle de 3 en fonction de la surface pour retrouver cette consommation de référence. Ce CRF gaz qu'on a mis en bas dans la dernière colonne en bas à droite. Ce qu'on voit, c'est quand on applique cette méthode, alors on voit notamment que chez ce client-là, sur l'année 2018, on a une consommation de gaz relativement importante que le client n'explique pas. En fait, il n'a pas d'explication, il n'y a pas de variation des autres facteurs d'influence, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu moins de production ou plus de production. Il soupçonne peut-être qu'il y ait des aérothermes, des radiants gaz dans la zone logistique qui normalement ne sont pas utilisés et qui ont peut-être été mis en route, mais il n'a aucune certitude là-dessus. Et le responsable maintenance ou le responsable du site n'ont pas la mémoire, en fait, n'ont pas souvenir que ces radiants gaz étaient en place. Donc en fait, on voit typiquement dans ce cas-là qu'on a vraiment, en appliquant une méthode on va dire relativement empirique, mais qui est à peu près justifiée, c'est-à-dire qu'on sait que le facteur d'influence, dans leur cas, le gros facteur d'influence, c'est les DGU, qu'ensuite la répartition, elle est relativement claire en fonction des mètres carrés. Et bien, ce qu'on constate, en fait, c'est qu'on a vraiment la consommation de référence qu'on pourrait introduire dans la plateforme Opera, elle varie. Elle va de 41 à 124, donc potentiellement sur le gaz, on a un facteur 3. Ça veut dire que si, aujourd'hui, il n'y a rien qui interdirait à cet industriel-là de dire je prends la consommation de référence la plus avantageuse pour moi en tant qu'industriel, ou celle qui m'oblige à faire le moins d'efforts, et je prends la valeur de 124, et en gros, je me mets un objectif, j'ai un objectif qui est relativement élevé, donc en fait, je vais arriver facilement à l'atteindre. Alors, peut-être que les textes qui vont arriver, notamment le MOOC, les MOOC dont on nous parle, et les documents d'application vont pouvoir donner des éléments là-dessus, mais aujourd'hui, nous, en tant que prestataire, quand on accompagne un client de ce type-là, on n'est pas en mesure de lui dire s'il faut qu'il choisisse la valeur de 124 ou de 41, et si en prenant la valeur de 124, qui est la moins contraignante pour lui,
mais qui est la moins intéressante aussi d'un point de vue environnemental et dans le cas des objectifs qui sont quand même la décarbonation, enfin, la réduction des émissions à CO2, si c'est la bonne valeur à prendre. Si on fait, donc ça c'était pour la partie gaz, si on fait la même chose pour la partie électricité, ben on se retrouve en utilisant un certain nombre de données de consommation qu'on a, du monitoring qui a été fait dans le cadre d'un audit qu'on a amené chez ce client sur une période de 2 mois, donc qui nous a permis un petit peu d'avoir une idée de comment se répartissaient ces consommations sur une période relativement représentative. On voit, alors qu'on est avec des données de production relativement similaires, donc assez peu d'influence externe, que de la même manière, en essayant de recréer ou de reconstituer cette consommation de référence d'électricité, on a des écarts qui vont entre, c'est la dernière colonne en haut à droite, hein, qui vont entre 19 et puis 31. Alors on voit qu'on a une valeur qui sort, donc on pourrait peut-être l'exclure. On a des valeurs qui varient quand même de manière relativement importante, puisque même si on prend entre la valeur de 20 et la valeur de 25, on a déjà un écart de quasiment 25%. Donc, si aujourd'hui on prend valeur de référence à valeur de 25 et qu'on doit faire 40% d'économie par rapport à cette valeur-là, ben on voit qu'avec la valeur de 19 en 2019, on a déjà fait 20% du chemin. Donc, ça montre qu'il y a une incertitude dès qu'on n'a pas de comptage, en fait, qu'on a une absence de comptage, et qu'on essaye de mettre en place des mesures, enfin des méthodes pour reconstituer des consommations de référence, on se heurte quand même à des difficultés. Et on voit, ben, c'est la dernière colonne qu'on a mis à droite sur le dernier tableau, c'est que voilà, on peut avoir des valeurs sur cette valeur CRF qui sont relativement importantes, des écarts très importants entre des valeurs qui vont de 60 à 151. Et donc, potentiellement, derrière, effectivement, ben, comme vous le voyez, c'est quand même un vrai casse-tête. Soit on essaye de faire des analyses de factures de données et on détaille un peu plus l'approche, on retravaille les facteurs d'influence, on essaye de reconstituer plus justement la part soumise au décret tertiaire, mais on voit quand même que sur un petit exemple simple, on a déjà des écarts importants. Soit vraiment la solution, qui nous semble la plus simple, c'est de mettre en place du sous-comptage qui permet d'avoir une connaissance de ces consommations de référence sur les zones tertiaires. La difficulté qu'on va avoir potentiellement, effectivement, c'est qu'on va avoir si on met en place du sous-comptage aujourd'hui chez ce client-là, eh ben, on ne va pas pouvoir remonter sur les années 2010 à 2020. On va simplement pouvoir prendre les consommations de référence sur une partie de l'année et les extrapoler, ce qui sera sûrement relativement juste. Mais on ne va pas forcément pouvoir remonter sur des périodes plus anciennes, notamment s'il avait effectué des travaux. Ensuite, l'autre cas, ce serait une entreprise qui disposerait de sous-comptage, avec un sous-comptage pour du gaz et de l'électricité, par exemple, sur la partie bureau ou de la chaleur, et puis un sous-comptage sur la partie électricité pour la partie locale de stockage. Dans ce cas-là, effectivement, c'est relativement plus simple, puisqu'on va pouvoir remonter ou récupérer les infos de ces compteurs pour les remonter sur la plateforme Opera. La question de la mise en œuvre, Adrien, il va y revenir un petit peu derrière. Ça va vraiment dépendre de l'architecture électrique et hydraulique du site et de la facilité à isoler la zone tertiaire. Souvent, sur la partie électricité, on va arriver à mettre, on a un certain nombre de compteurs à mettre, ça peut être relativement simple. Sur la partie chauffage, ça peut être plus difficile, notamment quand on se retrouve avec des aérothermes gaz. Ça veut dire de mettre en place des sous-compteurs de gaz sur les aérothermes. Et suivant comment est structuré le réseau gaz, on peut avoir pour une zone logistique, suivant le nombre de branches en fait, qui rentrent dans la zone, on peut avoir 1, 2, 3 ou plusieurs compteurs gaz à mettre en place. Et puis sur la partie comptage de chaleur, si on a un départ en chaufferie spécifique pour la partie tertiaire, ça va être relativement simple. Si on n'a pas de départ pour la partie tertiaire, on se retrouve également avec l'obligation de mettre en place un certain nombre de compteurs de chaleur avec des coûts qui sont relativement importants. Donc ça va vraiment être au cas par cas qu'il va falloir regarder. Donc nous, la recommandation, c'est, je pense que le nombre de personnes à ce webinaire, il le montre, c'est qu'il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens assujettis au décret tertiaire qui s'inquiétaient par rapport à cette date du 30 septembre 2021. On a la chance en fait que cette date elle a été décalée d'1 an.
Donc, en fait, il faut profiter de ce délai d'1 an pour commencer à collecter les factures, notamment de la période 2010-2019, pour essayer de travailler sur cette histoire de consommation de référence, travailler sur le périmètre du champ d'application, et puis, quand il n'y a pas de sous-comptage et qu'il y a une vraie difficulté à identifier ces consommations de référence, de travailler rapidement à la pose de sous-compteurs. En priorité, moi je pense, ce serait déjà de mettre en place du comptage de chaleur pour arriver à mesurer la partie chauffage pour l'hiver, durant l'hiver 2021-2022, mais aussi en parallèle la partie électrique pour arriver à mesurer la part concernée dans ces zones tertiaires. Et puis petit à petit, quand il y aura les MOOC qui vont arriver, bien suivre les différents MOOC et les FAQ de la plateforme qui enrichit régulièrement et qui apporte aussi un certain nombre d'éléments de réponse sur ces éléments. Donc, Adrien, un peu sur le même thème, va poursuivre. Ouais. Merci Lionel, en tout cas. On vous propose en fait d'enchaîner sur la présentation d'Adrien Blanc, puisqu'elle est complémentaire à celle de Lionel, et puis on posera vos questions. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de questions sur comment on répartit des consommations lorsqu'on a des zones, des départs électriques qui vont alimenter à la fois des zones tertiaires et des zones de production, s'il faut prendre des consommations des auxiliaires en compte, voilà, ce genre de choses. Et puis des questions sur les sous-compteurs, faut-il en mettre ou pas, ça a quand même un coût, etc. Donc on a aussi ce genre de questions. Sachant qu'on ne l'a peut-être pas précisé en introduction, mais je vois que M. Leroux du ministère a été cité dans le chat. À l'époque, il nous avait bien précisé, fin d'année dernière, on avait fait un webinaire sur le sujet. Il nous avait bien précisé que c'est pas l'objectif de ce texte, c'est pas de venir embêter les industriels et les activités tertiaires. L'objectif final, c'est bien de faire des économies d'énergie à la fois parce que il faut qu'on travaille tous dans le même sens par rapport au changement climatique, mais c'est parce que ça va permettre de générer aussi des économies financières pour les sites. Donc le sous-comptage peut avoir un coût, mais s'il est bien utilisé, au contraire, ça peut vous rapporter vous pouvez avoir des temps de retour sur investissement très rapides grâce aux économies financières que vous allez pouvoir faire. Et ça, je le dis parce que les industriels que l'on accompagne, notamment les démarches ISO 50001, nous le disent très très régulièrement. Il y a vraiment des gisements d'économies d'énergie à aller chercher. Adrien, je te donne la parole avant de passer aux questions. Juste, est-ce que je peux dire un petit mot pour compléter ce que tu viens de dire, Solène? Je te prie de m'excuser. Je reprends cette intervention de M. Leroux qui nous avait bien dit que le but n'était pas de harceler les industriels qui avaient déjà fait des efforts sur les procédés par la pose de sous-compteurs, mais était de bien quand même rentrer du sous-comptage en entrée au moins des secteurs tertiaires pour pouvoir les compter à part et déployer le décret tertiaire par rapport à ces périmètres. Autre chose, je vous rappelle quand même qu'il existe des C2E mesures et justement, Monsieur Anthony Lacreuse, là, à l'instant, fait une remarque. Existe-t-il des aides pour la mise en place de compteurs dans le secteur tertiaire? Eh bien, c'est une chose qui est en cours, qui sera envisagée. C'est même bien avancé, semble-t-il. Et c'est Marc Gendron qui en parlera le 8 octobre dans le webinaire sur les C2E, puisqu'il va être prévu des C2E tertiaires spécifiques dans le cadre du déploiement de ce décret. Je te rends la parole, Solène. Merci. En tout cas, voilà, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que on ne voudrait pas introduire du flou. L'objectif de ce webinaire, c'est au contraire vous préciser les choses. Donc, moi, je vous confirme que les zones de stockage sur un site industriel sont concernées. Il y aura peut-être moyen dans le dossier technique d'avoir des dérogations, peut-être effectivement. On a parlé dans le chat des stockages de produits finis gérés en flux tendu, ce genre de choses. Mais les zones logistiques, à partir du moment où elles ne sont pas chauffées, mais qu'elles ont de l'éclairage, elles sont concernées. Par contre, après, toute la question se pose, c'est mais quelle économie on va pouvoir faire juste sur l'éclairage? Donc là, Adrien, je te rends la parole sur, la méthodologie. Merci Solène. Je rebondis sur ce que tu as dit en introduction, puisque moi je vais surtout parler de la partie comptage et facteurs influents pour mettre en place que ça soit à la fois la référence et les déclarations de consommation dans la plateforme Opera.
Et je voulais rebondir sur le fait que ben, c'est une contrainte, ça va coûter un peu d'argent, ça c'est sûr, on va en parler puisque je vous donnerai les budgets de comptage, mais autant en profiter pour que ça soit un levier d'amélioration de la performance énergétique et donc ça puisse être renforcer vos démarches d'économie d'énergie. Donc voilà, c'est de ça qu'on va parler, des facteurs influents pour calculer sa référence sur les périodes passées et pour piloter les consommations tertiaires dans les années à venir. Très rapidement, j'ai commencé par me présenter et présenter OID, puis on rentrera tout de suite après dans le vif du sujet. Donc tout d'abord, OID, on est une équipe de 11 experts sur les thématiques énergie et déchets. On est basé à Lyon et on intervient un peu partout en France et un petit peu en Europe. On est comme Planer indépendant de tout prestataire. Donc notre objectif, c'est vraiment d'aider nos clients à réaliser des économies et des réductions d'impact environnemental en conciliant à la fois des gains économiques et des gains environnementaux. Et on existe depuis 12 ans. Donc je vous profite aussi de cette slide pour vous présenter mes excuses sur le fait que je n'arrive pas à mettre ma caméra. Donc vous ne pouvez pas me voir, je ne peux pas vous voir non plus puisque je ne vois pas les caméras des intervenants non plus. Donc vous avez ma photo, comme ça vous pouvez vous imaginer en train de vous parler avec la caméra et vous avez également mes coordonnées sur cette slide. Quelques-unes de nos références, c'est pour montrer qu'on est surtout orienté industrie qui représente à peu près les 2/3 de nos clients, entre les 2/3 et les 3/4, et que ça peut s'appliquer à tout type d'industriel, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité, mais qu'on a également des gros sites tertiaires que l'on accompagne. Donc voilà, on est 2/3 industrie, 1/3 tertiaire à peu près. Et comme tout le monde dans ce panel-là est concerné par le décret tertiaire, c'est quelque chose qu'on suit depuis sa sortie. Dans dans l'introduction, je voulais dire que le décret tertiaire, ça présente des difficultés aux industriels parce que contrairement à des sites qui sont 100% tertiaires, en industrie, c'est pas simple de séparer les usages industriels des usages tertiaires. Pourquoi c'est pas simple? C'est parce qu'on peut avoir un même compteur, donc une seule facture qui va regrouper des usages très différents, des usages industriels, de l'assemblage, de la logistique et des bureaux, par exemple. Donc l'enjeu, et puis le deuxième point, c'est que l'enjeu énergétique lié au tertiaire est perçu comme assez faible et n'est en général pas piloté. Même sur des sites que l'on connaît qui sont certifiés ISO 50001 et qui travaillent sur ces sujets depuis longtemps, souvent ils ont gardé les bureaux pour la fin et ils n'ont pas du tout travaillé ni sur les bureaux ni sur des zones logistiques. Ils se sont concentrés sur leur process, ils ont fait de grosses économies dessus, mais ces parties tertiaires n'ont pas été traitées. Ce qui fait, et c'est également le problème que soulevait Lionel, c'est qu'on n'a pas d'historique de consommation fiable sur la partie tertiaire. Et donc, du coup, c'est difficile de déclarer sa situation de référence. Or, comme ça a été souligné dans la première partie, cette déclaration, elle est très, très importante puisque selon la valeur que vous mettez, ça change complètement la difficulté d'atteinte des objectifs en 2030 et les objectifs suivants. Donc, il est très important de faire une déclaration qui est cohérente de référence. Donc, on verra comment on peut prendre des facteurs influents pour essayer d'améliorer ça et comment on peut aussi profiter du report d'un an pour améliorer sa référence. Donc voilà, ça présente des difficultés, ça peut être résolu par un bon plan de comptage, donc on va en parler. Et si on résout bien ce problème, on peut en faire un levier d'amélioration de la performance énergétique. Alors, pour moi, ma lecture du décret, c'est que le comptage va être obligatoire pour la partie déclaration, c'est-à-dire pour les années à venir à partir de 2022, quand on déclarera les consommations de manière dans la plateforme Opera. Il est pour moi indispensable de pouvoir le compter de manière fiable. On peut en revanche ne pas avoir de comptage pour déclarer sa référence, ça c'est clair, puisqu'on peut la reconstituer à partir de la méthode de notre choix. Mais à terme, il faudra du comptage. Du coup, les facteurs influents vont nous aider à prendre en compte, à construire sa référence de manière fiable, et puis nous aideront aussi à piloter la performance énergétique dans les années à venir.
Ça, on y reviendra. Ma présentation va être en deux parties, du coup. Une partie sur les obligations du décret tertiaire. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été très bien dit en première partie. Je vais plus parler de comment ça se traduit dans du comptage. Et parler un peu du matériel et des budgets. J'ai vu que certains posaient des questions sur le coût du matériel, donc ça, je vais l'évoquer. Et ensuite, dans la deuxième partie, on va voir comment on peut prendre les facteurs influents, déjà rappeler ce que c'est, comment on peut les utiliser pour définir la référence, et puis qu'est-ce que la modulation et comment on peut utiliser la modulation pour modifier ses objectifs. Et enfin, le but, c'est de se dire que cette obligation-là, on peut la prendre comme une obligation qui va nous coûter de l'argent et nous faire perdre du temps, ou on peut essayer d'en faire un levier d'amélioration de sa performance énergétique. Sur la partie des obligations du décret tertiaire, donc on va rappeler rapidement les exigences et puis voir qu'est-ce qu'on doit mesurer et comment. Et ensuite, je parlerai de l'intérêt de la télérelève et du matériel. Ça, c'est plus pour se projeter dans l'objectif d'en faire un levier d'amélioration de la performance. Donc, les exigences du décret, très rapidement, les consommations doivent être comptées, du coup, donc elles doivent être mesurées et pas estimées. C'est le premier point. Solène, sur mon écran, j'ai l'impression que l'écran est blanc sur le partage. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, on a bientôt. Alors, je ne sais pas ce que tu Oui, voulais non, mettre. c'est arrivé avec. On a les exigences du Il y a eu décret, un petit etc. décalage, mais. Ah, c'est pour ça. Ok, très bien. Non, mais ça s'affiche aussi bien pour moi maintenant. Donc voilà, donc on doit compter, donc c'est important. Pour les bâtiments qui sont dédiés à un usage tertiaire, là, il n'y a pas de problème particulier puisque on va avoir la facturation totale et puis on pourra la récupérer. Là où ça se complique, c'est pour les sites industriels où on va devoir installer des sous-compteurs pour bien isoler les consommations liées aux surfaces tertiaires du reste du site. Donc c'est là où ça se complique et c'est surtout sur ce point-là qu'on va se concentrer dans cette présentation. Du coup, nous, on installe des systèmes de comptage et de monitoring depuis pas mal d'années. On va utiliser cette expérience pour vous parler du matériel et de qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors jusqu'à présent, on l'utilisait surtout pour piloter des usages industriels. C'est vrai que c'est là qu'il y avait beaucoup d'enjeux en termes d'économie d'énergie. Du coup, maintenant, en étendant ce plan de comptage sur des parties tertiaires, on peut garder la même philosophie et faire des économies d'énergie en dehors des procédés. On rappelle l'adage que l'on aime bien, c'est on ne peut pas améliorer quelque chose que l'on ne mesure pas. Donc, c'est l'occasion de profiter de cette obligation pour faire un levier d'amélioration de la performance énergétique. Donc, qu'est-ce qu'il faut mesurer? On va devoir mesurer, donc, comme on vient de le dire, les consommations énergétiques des bâtiments à usage tertiaire, enfin, des parties de bâtiments à usage tertiaire. Donc là, je vous rappelle que les zones dont on a parlé tout à l'heure, des vestiaires, le bureau du chef de prod au milieu de l'atelier, ça, on va pas avoir besoin de le compter à part, puisque ça ne va pas être soumis. Un restaurant d'entreprise, oui, des bureaux, oui. Tout bâtiment à usage 100% tertiaire, on devra le compter, donc le séparer du reste. Donc on va commencer par faire l'inventaire de toutes les énergies qu'on a qui sont impliquées dans nos usages 100% tertiaires. Donc l'idée, c'est de se dire, si j'utilise une énergie à 100% dans le tertiaire, je ne vais pas avoir besoin de la compter. Par exemple, j'ai une cuve de fuel pour chauffer mes bureaux et je fais rien d'autre avec le fuel que chauffer ces bureaux. Les factures suffiront. Mais dès qu'on va avoir une énergie comme l'électricité, par exemple, qui va être utilisée à la fois pour l'industrie et pour des usages tertiaires qui sont soumis au décret, là, on va devoir mettre en place du comptage.
Pareil, si on a une cuve de fuel qui alimente plusieurs bâtiments que l'on ne souhaite pas regrouper, par exemple parce qu'on demande des objectifs différents, ça peut être également intéressant de compter l'énergie utilisée dans chacun des différents bâtiments. Et du coup, les facteurs de modulation, ça s'appelle dans le décret facteur de modulation, dans l'ISO 50001, ça s'appelle facteur influent, mais globalement, c'est la même chose. Et ça aussi, ça serait une erreur de ne pas commencer à les suivre dès maintenant, car du coup, en 2026, on devra savoir si on demande ces modulations ou pas. Donc, autant commencer à les noter dès maintenant pour avoir de l'historique de valeur. Donc, mesurer ces facteurs ne veut pas forcément dire installer du matériel de comptage, mais mettre en place une méthode pour collecter l'historique. Donc, comment mesurer? Donc là, on va parler un peu plus du matériel. Sur l'électricité, il n'y a pas beaucoup de débat. On doit compter tous les départs qui vont alimenter des parties tertiaires. Donc, pour ça, on met des compteurs électriques. Ce que je recommande, c'est ce type de compteur-là. C'est des compteurs, c'est des centrales de mesure qui peuvent mesurer pas mal de départs avec une seule prise de tension. Et du coup, on peut mesurer pas mal de départs différents dans un même TGBT. Et on peut mixer des départs monophasés ou triphasés. Donc, il y a différentes marques qui font ce type d'équipement. Je trouve que c'est très bien adapté au décret tertiaire puisque ça permet de réduire les coûts et ça permet surtout de mesurer plusieurs branches au sein d'une même armoire, d'un même TGBT en mixant du monophasé, du triphasé. Enfin, c'est assez flexible et donc adapté à des départs un peu complexes. La question de la télérelève ou pas, clairement, pour la télérelève n'est pas obligatoire pour le décret tertiaire puisque c'est des déclarations assez espacées qui sont demandées. Donc, du coup, on peut relever manuellement le compteur, par exemple, tous les mois. Cela dit, comme on doit installer des comptages, et que le type de matériel qui permet de faire du comptage aujourd'hui est quasiment tout le temps compatible avec de la télérelève, je trouverais ça vraiment dommage de ne pas la raccorder, surtout dans l'optique de se dire que si on veut faire des économies d'énergie, la première chose à faire, c'est de travailler sur le pilotage. Donc, c'est-à-dire, est-ce que la nuit, j'ai bien éteint les lumières? Est-ce que mon chauffage ou ma clim est bien programmé, se déclenche bien aux bons horaires par rapport à l'occupation? Tout ça, on peut déjà faire peut-être 10 à 15% d'économie d'énergie en pilotant correctement ces équipements. Et pour savoir si on pilote correctement, la télérelève est indispensable. C'est pour ça que j'insiste lourdement là-dessus. Ça serait trop dommage d'installer des compteurs aujourd'hui et de ne pas les raccorder. Malheureusement, je vois encore ce cas-là assez souvent. Donc, c'est pour ça que j'insiste. Et donc, pour le coup, sur un compteur simple, on va être entre 500 et 800 euros. Donc, ça, c'est un seul compteur fourni et posé. Et pour le type de compteur que j'ai mis en photo, on est plutôt à 2000, 2500 euros, compteur plus pose, et on mesure entre 6 et 18 départs. Donc, pourquoi entre 6 ou 18? C'est si les départs sont triphasés ou monophasés. Donc, le premier, le compteur simple, on va le privilégier quand on a, par exemple, une armoire électrique qui alimente tout un bâtiment. Et le deuxième, c'est plus pour aller séparer dans un TGBT des usages industriels d'usages tertiaires. Et puisqu'on parle de séparation des usages, je rappelle qu'il y a une aide C2E très intéressante sur la mesure des procédés industriels. Donc, celle-là est déjà en vigueur. Donc, quitte à installer un compteur de ce type-là dans un TGBT qui mélange de l'industrie et du tertiaire, ça peut être le moment de bénéficier des C2E pour réduire un peu le coût en mesurant un ou deux départs tertiaires, un ou deux départs industriels. Alors sur le gaz, donc il faut installer des compteurs de gaz sur les parties alimentant des parties tertiaires si le gaz est utilisé pour le process et pour le tertiaire. S'il y a une chaudière qui alimente plusieurs bâtiments à usages différents, par exemple vous avez une chaudière qui fait de l'eau chaude et qui va alimenter des bureaux, mais aussi l'atelier, là on va devoir mettre en plus des compteurs de calories pour séparer la partie qui va aller au tertiaire. Puisque évidemment, compter le gaz ne suffira pas à dire quelle est la part qui est allée au tertiaire.
Donc moi, comment je vois les choses dans un cas comme ça, c'est de mettre un compteur de gaz avant la chaudière. Du coup, on compte le gaz qui rentre dans la chaudière et on compte les calories qui partent sur les départs tertiaires. Donc là, sur mon exemple, j'ai mis non compté pour un départ atelier, puisqu'on peut faire un ratio d'efficacité de la chaudière avec uniquement le départ tertiaire. On coupe le chauffage de l'atelier pendant quelques heures, on mesure le ratio gaz, enfin le rendement de la chaudière gaz sur calories, et on applique ce rendement-là aux consommations de gaz. Tant qu'à faire, c'est encore mieux de mettre un départ de calories sur le chauffage, mais le chauffage de l'atelier. Mais c'est des choses qui sont assez coûteuses, donc on pourrait se contenter de faire comme sur le schéma. J'ai eu le cas du chauffage urbain, donc là c'est pareil, hein, c'est le même principe. On peut, enfin même principe, on a le compteur général de chaleur à l'entrée du site et on peut mettre des compteurs de calories sur les branches qui sont dédiées au tertiaire. Et du coup, là, le budget, c'est plutôt 1000 € plus pause pour le gaz. La pause varie beaucoup en fonction du réseau et que 1000 € c'est pour un assez petit compteur. Donc, si vous avez un gros diamètre de canalisation, ça peut être plus que ça encore. Pour les compteurs de calories sur des petits départs qui vont alimenter des zones de bâtiments, on peut être à 200 € pour le compteur, ce qui est pas très cher. Par contre, la pause est chère aussi en intrusif. Et les compteurs peuvent vite monter beaucoup plus cher si le diamètre augmente. Donc au bout d'un moment, ça devient plus rentable de mettre du non intrusif, compter environ 1500 € avec la pause. Pour le fuel et le propane et toutes les énergies stockables en général, si l'énergie est dédiée à un bâtiment et à des usages tertiaires, là on n'a pas besoin de compteur. On peut prendre les factures de livraison et lisser sur plusieurs années avec des facteurs influents les consommations. Donc le problème de ces énergies-là, c'est que, par exemple, si sur 4 ans, j'ai 9 livraisons de fuel, je vais avoir des années où j'aurai une livraison en plus que d'autres années, donc j'aurai un ratio qui changerait énormément selon les années. Donc pour ça, on nous dit qu'on peut lisser les consommations en utilisant les facteurs influents. Donc dans le cas du fuel, on peut prendre les DJU jour par jour. Donc je vous ai mis le lien pour les récupérer. Et du coup, on calcule le nombre de DJU entre deux livraisons. On se fait un ratio kWh par DJU sur cette période. Et ensuite, chaque DJU de la journée, on la multiplie par ce ratio de période. Ça nous permet de reconstituer des consommations du 1er janvier au 31 décembre et donc de faire nos déclarations de référence sur la plateforme grâce à ça. Donc là, pas besoin de compteur, on peut lisser nos livraisons grâce aux facteurs influents. Et même si on a été livré le 1er janvier et le 31 décembre, et l'année d'après, on n'a été pas livré du tout, on peut lisser comme ça les consommations. Par contre, si notre fuel ou notre propane ou toute notre énergie stockable est utilisée aussi pour du process, là, on n'y coupe pas, on est obligé de faire comme pour le gaz que je viens de présenter. Donc là, compteur de gaz, encore 1000 € plus la pause, compteur de fuel à peu près 500 € plus pause, et les compteurs de calories que je rappelle. Là encore, je rappelle pour la télérelève, c'est évidemment pas obligatoire, mais là, on parle des usages thermiques et c'est clairement sur ces usages-là qu'il va y avoir le plus d'enjeux en termes de réduction de consommation, puisque c'est pas l'électricité tertiaire qui va être trop problématique dans la majorité de vos cas industriels. Donc sur la thermique, il va y avoir des enjeux, donc autant se donner les moyens de pouvoir bien piloter ces usages-là. Donc l'intérêt de la télérelève, c'est ça, c'est de gagner du temps en ne relançant pas manuellement les compteurs, d'éviter d'oublier de les relever, donc du coup de se compliquer la vie pour déclarer si on relève en retard, on devrait faire au prorata. Et surtout, en faire un levier d'optimisation de la performance énergétique grâce à des indicateurs, des alarmes, et pourquoi pas se faire un tableau de bord de l'énergie comme celui qui est à l'écran, qui permet d'avoir un vrai pilotage et donc de commencer à faire des économies avant même d'avoir investi dans de l'isolation ou des matériaux des systèmes plus performants.
Donc la télérelève n'est pas obligatoire, mais sauf qu'elle est peu coûteuse, donc je vous invite vraiment à y penser. Donc sur le matériel, j'ai regardé le décret et on trouve, enfin en tout cas j'ai trouvé aucun point qui nous contraignait d'une manière ou d'une autre dessus. Ça veut dire que, par exemple, il n'y a pas de précision sur les classes de précision des compteurs, donc on va dire leur capacité à mesurer bien. Il n'y a pas de certification MID qui est demandée, il n'y a pas d'étalonnage régulier non plus ou de contrôle des équipements. Donc, nous qui avons l'habitude de la norme ISO 50001, on trouve que vu qu'il n'y a aucune obligation sur la partie comptage, on vous invite à vous inspirer de la norme ISO 50001 pour contrôler vos équipements de mesure, puisque ça serait dommage d'avoir du matériel qui compte mal et donc du coup de déclarer des consommations fausses dans Opera et de ne pas atteindre vos objectifs à cause de ça. Donc voilà, pas d'obligation, mais vu que on va compter pendant potentiellement 30 ans, ça vaut le coup de temps en temps de vérifier qu'on compte toujours correctement. Donc on recommande de s'inspirer des exigences de la norme 50001 pour fiabiliser son plan de comptage. Et donc maintenant, on va voir comment prendre en compte les facteurs influents et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc la première question, c'est que pensez-vous de ce graphique? On voit que ça varie, ça baisse et ça augmente. Ce que je voulais surtout dire, c'est qu'une variation comme ça, sans contexte, ça ne veut absolument rien dire, d'où l'intérêt de prendre en compte les facteurs influents. Donc, si je parle d'une consommation industrielle plus tertiaire, je vous souhaite de consommer plus l'année prochaine, mais de consommer mieux, ça veut dire que vous aurez plus produit, développé l'activité, mais de manière plus vertueuse vis-à-vis des facteurs influents. Donc le but des facteurs influents, c'est de passer d'une consommation qui varie à une consommation qui ne varie pas si je ne change rien à ma performance. Donc c'est d'obtenir un indicateur de performance énergétique qui du coup va être indépendant de ce que je maîtrise pas, donc les facteurs influents. L'idée, si je change rien, l'indicateur ne doit pas bouger. Donc du coup, les facteurs influents doivent me permettre d'annuler ce qui influe ma consommation. Et pour ça, on va séparer ce que je maîtrise de ce que je ne maîtrise pas. Ce que je maîtrise, c'est des consignes de chauffage, par exemple, des programmations. Donc ça, c'est un facteur influent, mais je ne le prends pas dans mon indicateur. Par contre, ce que je ne maîtrise pas, l'ensoleillement, la météo, la température extérieure, ça, il faut que je puisse l'annuler pour que l'indicateur ne bouge pas si jamais ces facteurs-là bougent. Donc voilà, ce que je maîtrise, c'est un levier d'action. Ce que je ne maîtrise pas, j'en tiens compte dans l'indicateur. Du coup, une fois qu'on a fait ça, on va essayer de trouver une corrélation entre les facteurs influents et du coup la consommation énergétique. Donc le cas de Gotch, c'est le cas simple où on a un seul gros facteur influent. C'est le cas dont parlait Lionel tout à l'heure avec du coup du chauffage, c'est influencé par la consommation, par la température extérieure et du coup la surface. Là, dans mon exemple, ça se passe plutôt bien parce qu'on a une très bonne corrélation. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de choses à peu près inexplicables. Et du coup, on peut faire une régression linéaire avec Excel assez facilement là-dessus et trouver notre indicateur. Donc, avec ça, on peut ensuite reconstituer nos consommations de référence. Donc, ce cas-là, je passe rapidement. On a vu que ça se passe pas toujours aussi bien quand en fait il y a plusieurs facteurs influents qui jouent et dont on n'a pas l'historique. Dans le cas évoqué par Lionel, c'était l'allumage ou non de chauffage radiant dans une zone. Ça, si on n'a pas l'historique de cette information-là, c'est très difficile d'appliquer cette méthode, mais c'est l'idée. Le cas plus compliqué, c'est qu'on a une énergie, par exemple du gaz, qui va servir au chauffage, mais aussi à un four et pourquoi pas un autre process industriel. Donc là, on a beaucoup plus de facteurs influents qui vont être la température, le tonnage dans le four, etc. Donc pour ça, on va faire une régression à plusieurs facteurs et on va reconstituer nos références comme ça. Donc je vous donne un exemple où on avait un client qui utilisait du gaz pour se chauffer, mais aussi pour transformer des matières premières dans un four. Donc
on a préparé un tableau comme celui-là avec une collecte d'informations sur les différents facteurs influents. C'était principalement les kilos transformés dans le four et qu'on a regroupé en 2 catégories puisque selon les alliages, il y avait de grosses variations de consommation. La température extérieure, les heures de chauffage de l'atelier. Donc ça, c'est le nombre d'heures pendant lequel l'atelier était ouvert et donc chauffé. Et ensuite, on met tout ça dans le logiciel Minitab. Donc nous, c'est celui qu'on utilise, mais il y en a plein d'autres qui font la même chose. Et ce logiciel va nous faire une régression multifacteur, c'est-à-dire qu'on va nous sortir une consommation qui sera égale à une part fixe, un premier coefficient fois les kilos de l'alliage numéro 1, un deuxième coefficient fois le facteur influent numéro 2, et ainsi de suite. Avec une formule comme ça, on peut reconstituer la référence de manière à peu près fiable si on a bien pris tous les facteurs influents dans la période 2010-2019. C'est, quand je dis de manière à peu près fiable, il faut vérifier donc du coup notre R carré pour s'assurer qu'on a bien pris tous les facteurs et qu'on a quelque chose, un modèle qui est à peu près cohérent. Du coup, pour mettre en pratique ça sur le décret tertiaire, c'est ce que je viens de dire, hein, c'est que du coup, on peut construire un modèle et après, on peut essayer de le valider ou de l'optimiser. Alors, soit dans notre cas, on avait regardé sur les mois d'été pour quand il n'y a pas de chauffage pour s'assurer que le modèle collait bien au four. Et on avait une part chauffage à ventiler après entre l'atelier et les bureaux, puisque le chauffage était influencé par la température. Donc maintenant qu'on l'a séparé des fours, il faut toujours qu'on puisse séparer le tertiaire de l'atelier. Donc pour ça, soit on fait bêtement avec des mètres carrés. Donc là, on suppose que la performance des bureaux est identique à la performance de l'atelier. Ou alors on suppose pas ça, mais du coup on suppose un écart de performance. Par exemple, les bureaux sont 50% plus performants que l'atelier. Soit de manière en s'appuyant sur du comptage, et c'est ça que je vous invite à faire, puisque là, dans le cas de notre exemple, on va pouvoir le faire, vu que le plan de comptage va être installé à la rentrée en septembre. Donc, on avait prévu de ne pas le faire et de déclarer les références en bidouillant un peu avec une méthode statique pour répartir l'atelier des bureaux. Mais là, puisque le plan de comptage va être installé, on aura un ratio assez précis sur l'hiver 2021-2022, ce qui nous aidera à bien différencier dans la période de référence la consommation de chauffage entre l'atelier et les bureaux. Donc c'est ce que je vous invite à faire, de profiter de ce décalage d'un an pour installer un plan de comptage pendant l'hiver et donner plus d'informations qui nous permettront de reconstituer la référence. Donc sur les modulations pour terminer, donc il y a 3 raisons de modulation. Je ne vais pas parler de la 2 et la 3 puisque Lionel en a déjà parlé, il a déjà parlé même des 3. Nous, on va parler de la 1 qui est donc du coup de faire appel à la modulation en fonction de cas d'activité et donc de facteurs influents. Et là, contrairement à la référence que je voulais vous dire, c'est qu'on est beaucoup moins libre des choix qu'on va faire. Sur la situation de référence, on peut faire un peu comme on veut, ou en tout cas comme c'est plus pratique pour nous. Là, pour la modulation, les facteurs influents nous sont imposés. Donc, c'est imposé et du coup, on a des facteurs influents sur le CVC, chauffage, ventilation, climatisation, et sur le reste. Donc ça veut dire aussi qu'on doit pouvoir séparer dans notre comptage les deux si on veut utiliser cette modulation-là. Je vous mets un exemple d'une fiche. Donc ça, c'est la fiche bureau standard cloisonné, cloisonné attribué. Donc on voit la première partie qui est sur la partie CVC avec les facteurs influents. Donc là, les facteurs influents, c'est le climat, et du coup, il nuance le climat avec l'altitude et la surface. Et puis, on a la composante USE, enfin, qui est celle de l'usage, qui, elle, a 3 facteurs influents, le nombre d'heures d'ouverture par an, la surface par poste de travail et le taux d'occupation. Donc, utiliser la modulation ou pas, donc ça, on décide en 2026. De toute façon, le climat est automatiquement appliqué. Mais si on veut bien moduler en fonction de l'utilisation réelle des bâtiments, ça veut dire que dès maintenant, il faut commencer à collecter de l'historique sur les facteurs influents qui vont nous concerner. Je cite l'exemple du froid.
enfin, sur nos bureaux, s'ils sont peu utilisés en ce moment, mais qu'on va les utiliser beaucoup plus, si on n'utilise pas cette composante-là d'usage, on va être pénalisé. Pour les activités de logistique du froid, par exemple, on a le droit entre guillemets, de consommer 0,8 kWh en plus par ouverture de porte pour entrer ou sortir une palette. Donc ça a un impact fort. Et donc, du coup, si on n'est pas capable d'avoir le nombre de fois où on a ouvert les portes pour entrer ou sortir des palettes, on va pas pouvoir avoir cette exonération de consommation, enfin, en tout cas, cette consommation prévue de 0,8 kWh. Donc, bien penser à compter l'énergie, ça, on en a beaucoup parlé, mais aussi compter ces facteurs de modulation, ces facteurs influents. Donc, je finis avec mon exemple réel de tout à l'heure. Donc, ce site est certifié ISO 50001 depuis 2016. Ils ont un plan de comptage et des indicateurs orientés process depuis 2019. Donc, ils ont déjà de la télérelève, des tableaux de bord, des alertes. Pour calculer la référence, on s'est basé sur des mesures qu'on avait faites en 2016 lors de l'audit et un petit peu le plan de comptage process qui a permis dans certains cas de sortir de l'électricité process. Et puis avec les facteurs influents et le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, on avait calculé une référence. Là, le plan de comptage tertiaire est prévu pour octobre 2021, donc du coup, grâce au report, on va pouvoir ne pas déclarer la référence qu'on a calculée, mais regarder comment ça se passe pendant cet hiver pour juger de la fiabilité de notre référence et peut-être encore l'ajuster. Donc voilà, ils ont du chauffage centralisé, donc une chaudière à gaz qui chauffe avec de l'eau chaude dans plusieurs parties. Donc il faut mettre des compteurs de calories pour desservir pour les différentes branches qui desservent les zones de bâtiments tertiaires. Pour l'électricité, c'est le comptage électrique. Voilà, possibilité de modulation, pas de climatisation, donc pas de problème là-dessus. Donc le plan de comptage va coûter environ 15 000 €, ce qui reste un budget pour compter quelque chose qui est en fait assez peu consommateur. Seulement sur le chauffage, ils ont des vrais enjeux puisque c'est quand même 35% de la consommation, donc atelier plus tertiaire. Et donc on espère que cette obligation de plan de comptage et cette démarche décret tertiaire permettra de bien nourrir la démarche ISO 50001 et d'améliorer la performance à la fois tertiaire mais aussi chauffage de la ville. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention pendant ma présentation et du coup on termine pile à l'heure prévue, mais peut-être dépassé pour prendre des questions. Je ne sais pas si on peut se permettre ça. Oui, merci beaucoup Adrien. C'était très complémentaire à la présentation de Lionel. Je vais passer en revue rapidement je vais vous poser les questions, on va dire les plus techniques et les plus précises. Il y avait beaucoup de questions sur l'intérêt de faire des campagnes de mesures temporaires et également sur le fait d'avoir parfois des factures qui mixent des parties ateliers et des parties bureaux. Dans ces cas-là, comment on fait la répartition et comment on estime la consommation de référence. Je crois qu'on y a quand même pas mal répondu à travers vos interventions. Ces campagnes ponctuelles lors d'un diagnostic énergétique permettent justement de faire ces estimations de répartition et se donner un certain nombre d'informations. Mais ensuite, oui, on n'échappera pas au fait qu'il faudra quand même des compteurs à demeure par la suite pour pouvoir affiner et pouvoir faire les déclarations sur la plateforme Opéra. Je résume, mais c'est un petit peu ça le sens de vos interventions. Il y a également, Solène, quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a eu des réponses données sur le prix d'un plan de comptage, grosso modo. Merci beaucoup à Adrien d'avoir fait un focus dessus, parce qu'il y avait pas mal de questions dessus. Et on a échangé pas mal sur le chat, sur le C2E Industrie, pour que tout le monde, il n'était pas connu de tout le monde. Voilà. Et alors, il y a, voilà, je crois que, je ne sais pas si tu as repéré Madame Marie-Augustine Chaperon, qui nous pose la question à nous autres organisateurs. Toi qui connais bien ce sujet, je me permets de tourner la question vers toi. Pouvez-vous, s'il vous plaît, faire le lien avec Lean & Green et l'audit énergétique de l'ADEME? D'accord. Tu vois la question? Oui,
Non, je ne l'avais pas vu, donc je te remercie de me… Oui, moi, je me suis focalisée sur des questions techniques que je poserai après à Adrien dans ces cas-là. Donc, pour répondre à cette question, effectivement, dans le cadre des opérations collectives menées par les CCI en partenariat avec l'ADEME et la région, on a 2 opérations collectives. La possibilité pour une entreprise de réaliser un diagnostic énergétique en industrie par un bureau d'études. D'ailleurs, OID et Planair sont parmi les bureaux d'études qui ont été retenus par appel d'offres. On a sélectionné 8 bureaux d'études. Donc, c'est un diagnostic énergétique en industrie, donc orienté process, avec la possibilité de mettre une partie bâtiment s'il y a du bâtiment industriel et un petit peu locaux tertiaires. La partie purement tertiaire, et pour répondre à l'obligation liée au décret tertiaire, l'ADEME ne peut pas aider. Donc, on n'a pas pu la prendre en compte. À partir du moment où ça devient obligatoire, l'ADEME n'aide plus. De la même façon, un site industriel concerné par l'audit énergétique obligatoire ne peut pas être aidé. Voilà. Donc, mais il y a la possibilité quand même de faire appel à des gens compétents que l'on connaît et qu'on peut vous recommander. L'intérêt de l'audit énergétique, c'est vraiment de pouvoir effectivement faire tout ce travail d'estimation et de répartition des consommations, soit grâce à de la mesure ponctuelle, soit à du calcul et des mesures, enfin des consommations estimées ou calculées. Donc ça vous donne une bonne photographie, ça vous donne une bonne base effectivement pour commencer à travailler sur votre consommation de référence et sur la répartition. Ça, c'est tout l'intérêt de l'audit énergétique. Lean & Green, on est sur une approche un tout petit peu plus multiflux, puisque Lean & Green, c'est aussi une opération collective avec un audit matière déchets et un audit énergie process. On n'est pas sur le bâtiment, donc je tiens à le préciser, on ne répond pas aux obligations du décret tertiaire avec Lean & Green. L'intérêt, c'est de vraiment aller sur l'optimisation des flux de matière, déchets, eau et énergie liés à son activité. Voilà, pour répondre rapidement. Comment il est déjà 11h35 et certains vont devoir nous quitter, je pose quand même les questions. Et puis, Adrien Blanc vient juste de répondre à une question sur les stockages en fois positifs et négatifs qui traînaient depuis près d'une demi-heure. Donc, merci Adrien d'avoir répondu à cette question. Nous n'avons pas répondu à une question sur la récupération d'énergie fatale. Je crois que là, la question est trop… Paul, je suis en train de répondre à cette question-là actuellement. Ah, très bien, c'est gentil Adrien. À monsieur Rémi Marchand. Je vais poser les questions au fur et à mesure et je vais demander à Adrien d'y répondre. Je les avais mises de côté exprès parce qu'elles concernaient l'intervention après d'Adrien. Adrien, on a une question concernant sur les chaudières, une question assez technique sur le fait de savoir si on mesure le rendement réel de la chaufferie pour ensuite convertir les mégawattheures utiles en mégawattheures PCS, ou est-ce qu'on peut utiliser un rendement théorique? C'est une question qui nous a été posée au tout début. Moi, je suis pour mesurer un rendement réel. Comme je l'ai expliqué dans ma présentation, si vraiment on veut faire des économies sur le plan de comptage, on compte que les branches tertiaires, on coupe tout le chauffage dans les branches industrielles, on allume la chaudière et donc là, on va compter les kilowattheures de gaz et les kilowattheures donc les calories, les kilowattheures d'eau chaude qui vont rentrer dans le tertiaire et on aura un rendement réel à ce moment-là. Et après, celui-là, on le fixe et on l'utilise. Après, c'est encore mieux de compter aussi les branches qui vont dans l'atelier, puisque là, il y a un vrai enjeu d'économie d'énergie aussi. Et dans ce cas-là, on aura tout le temps le rendement réel. Mais voilà, il faudra de toute façon compter l'énergie totale en entrée chaudière et l'énergie qui part dans les branches tertiaires. Donc, avec ça, on est capable de calculer le rendement réel. D'accord. Et par rapport à une chaufferie où il y a également des auxiliaires électriques comme des pompes, il y a également tout un tas d'auxiliaires. Est-ce qu'il y a moyen aussi de répartir ces consommations lorsqu'elles alimentent à la fois des parties production et des parties bureau? Ensuite, en fait, on suit la même méthodologie. Voilà, oui, pour moi, exactement. Vu qu'on aura une clé de répartition, pour dire, enfin pas une clé de répartition, parce qu'on n'a pas le droit de faire une clé de répartition, mais on aura un comptage de la partie qui part dans le tertiaire et la partie par déduction qui est partie dans l'industriel. On peut appliquer cette même répartition à toute l'électricité des auxiliaires. D'accord. Ensuite, on avait une question sur la récupération de chaleur. Il faut juste que je la retrouve. Donc ça, je viens d'y répondre sur le chat, mais pour moi, tu peux le dire à l'oral. C'est pas du tout un problème, cette récupération de chaleur.
Parce qu'en fait, on va avoir les calories qui vont partir dans les branches tertiaires. Donc, du coup, on va savoir combien le tertiaire consomme. Par exemple, le tertiaire a consommé 100. Et si on sait qu'on a récupéré 20, en fait, ça veut dire que dans notre mix d'énergie sur notre réseau, on est à 80% qui vient du gaz et 20% qui vient de récupération de chaleur. Donc, quand nous, on mesure 100 sur notre tertiaire, on peut déclarer que 80 dans Opera comme 80 d'énergie finale consommée sur le site. D'accord. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ferais si j'étais confronté à ce problème. Donc, les points de comptage, on les a vus. Les objectifs de réduction. Oui, et là, c'est effectivement comment fixer ça c'est une question que j'avais déjà eue, c'est comment fixer des objectifs de réduction de consommation sur des bâtiments logistiques qui ont une consommation très faible. Donc là, c'est par rapport à la méthodologie qu'on va utiliser. Rien, je m'adresse à toi, mais bon, ça peut être aussi Lionel. Ah pardon, je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris. Ouais, la question de M. Penkin, c'est comment fixer des objectifs de réduction de consommation sur un bâtiment qui est très peu consommateur? Et ben du coup, c'est pas forcément nécessaire puisque s'il est vraiment très peu consommateur, on peut viser le seuil de valeur absolue et peut-être qu'on y est déjà et donc du coup, la question de réduction ne se pose plus. C'est ce que disait Lionel, il expliquait qu'il y avait dans certains cas viser une réduction en pourcentage, donc une réduction relative était préférable, mais dans d'autres cas, en fait, viser un seuil de valeur absolue était préférable. Donc Très du bien. coup, Ça, il y a les objectifs. C'est ce que je voulais dire. Ça dépend en fait. C'est là qu'on va choisir une méthodologie différente entre valeur absolue et valeur relative. D'accord. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui m'a posé. Pardon. Vas-y Lionel. Ah, c'est là aussi que potentiellement, si on se retrouvait dans un cas où on a déjà un bâtiment qui est relativement performant et que l'atteinte des objectifs valeur absolue ou relatif est trop compliqué ou trop coûteux, il y a toujours cette possibilité d'ici 2026 de déposer ce dossier de demande de modulation d'objectifs en disant, ben voilà, moi les efforts que vous me demandez pour atteindre le décret tertiaire, ils ont des temps de retour tellement longs que je demande une dérogation. C'est notre cas. D'accord. Et Solène, je crois que nous avons répondu à notre objectif. Sommes-nous au bout de notre conférence? Oui. Je vais juste prendre 30 secondes puisqu'il y a quelqu'un qui m'a posé une question en privé, donc je ne l'avais pas vu dans la liste. Il parlait d'une pompe à chaleur électrique qui sert à la chauffage et de climatisation. Je pense que la modulation CVC, elle tient compte des deux, en fait, parce qu'effectivement, il n'y a pas de coefficient chauffage et de coefficient climatisation. Mais du coup, les données qu'on a sur la fiche que j'ai montrée, je pense que c'est des données de modulation pour les deux. Donc, en fait, on compte la pompe à chaleur, qu'elle soit en chauffage ou climatisation, peu importe, ça rentre dans la catégorie CVC et donc il n'y a pas besoin de différencier les consommations de chauffage et consommations de climatisation. Bon. Très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup Lionel et Adrien pour votre expertise et vos retours d'expérience auprès de vos clients. Bravo à vous, ouais, exactement. J'espère en tout cas pour les participants qui sont encore là, parce qu'on a un petit peu dépassé l'horaire, que ça a pu répondre à certaines de vos questions. N'hésitez pas à revenir vers nous, vers Paul ou moi, pour poser des questions complémentaires. On essaiera de les transmettre et puis de vous donner des réponses. On refera de toute façon avant la fin de l'année, lorsque le texte sur l'arrêté valeur absolue 2 sera sorti, on refera une réunion avec des experts sur le sujet pour mieux vous expliquer et mieux anticiper l'application de cet arrêté valeur absolue 2 qui va concerner l'industrie. Et puis, comme le dit Paul dans le chat, on vous donne rendez-vous en tout cas le 8 octobre, là, cette fois-ci sur le sujet des C2E, pour en savoir plus et savoir comment les exploiter au mieux. Voilà. Lionel et Adrien, je ne sais pas si vous voulez, si vous avez un mot de conclusion. Merci de nous avoir invités et puis merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire de la T2E. Donc, on a été content de préparer et d'animer. Donc, à bientôt pour les prochaines réunions.
À en très tant que membre bientôt. de la C2. Pareil, à bientôt. Et bientôt à voilà, profitez du délai de grâce qui a été mis pour mettre en place vos plans de comptage qui vous serviront grandement à améliorer votre performance énergétique. Merci. Il y avait un message à faire passer, c'était bien celui-là. Oui. Merci à tous et bonne fin de journée.